Le docteur Éric Merlot s'est formé à cette technique, à cette grammaire hypnotique, à Genève, en France, aux USA. Il en éprouve régulièrement pour lui-même l'efficacité et il contribue largement à sa diffusion. D'une part, par l'enseignement qu'il dispense à l'Institut de Nouvelle Hypnose, à Saint-Gilles, à Bruxelles, qu'il a fondé en 1995, à l'Université de Mons, et aussi dans le cadre du diplôme universitaire en hypnose médicale à la Salpêtrière à Paris. Et d'autre part, il contribue à la diffusion de la nouvelle hypnose thérapeutique grâce à ses nombreuses interventions, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, ses interventions et ses publications dans divers médias, tantôt à vocation scientifique ou pour un plus large public. Alors, je vous invite de tout cœur à consulter le site de l'Institut de Nouvelle Hypnose, l'Institut de Nouvelle Hypnose, lanouvellehypnose.com. Vous y trouverez des informations supplémentaires sur le parcours et les motivations d'Éric Merlot. Vous y trouverez aussi des articles de référence à destination des professionnels ou des curieux. Qui d'entre vous a suffisamment peur de l'hypnose que pour ne pas consulter un hypnothérapeute? Donc levez la main ceux qui ont peur de l'hypnose et qui n'iraient pas voir un hypnothérapeute. Maintenant, on ne peut plus s'appeler psychothérapeute si on n'est pas psychologue, médecin, psychiatre. Donc c'est un des gros changements, c'est discuté depuis 15 ans, et enfin Maggie de Bloch, c'est un des avantages, c'est qu'elle a tranché. Si, c'est réglé. Ouais. Oui. Et les pauvres assistants en psychologie qui font 3 ans à Mariaps ou ailleurs, ils peuvent même plus être psychothérapeutes, vous imaginez, c'est quand même très dur. Il y a des grands psychothérapeutes qui sont assistants sociaux à la base, ils peuvent plus s'appeler psychothérapeutes. Bon. C'est un des gros problèmes de la psychothérapie, c'est que on peut faire une formation en 2 jours. La coiffeuse du coin, j'ai rien contre les coiffeurs, au contraire, mais qui fassent de la coiffure et pas de la psychothérapie, quoi. Mais effectivement, vous aurez comme ça plein d'écoles, comme la kinésiologie, malheureusement, forment n'importe qui. Et donc on s'engage à faire n'importe quoi il y a parfois des bons kinésiologues, c'est pas ça que je veux dire, mais malheureusement n'importe qui peut faire n'importe quelle formation. Et puis ils vont s'appeler kinésiologues, ça ils peuvent, on va pas leur interdire. Et puis nous, ça nous apporte des patients, les kinésiologues, parce qu'ils viennent chez nous en disant tiens, le kinésiologue m'a dit que mon papa m'avait abusé sexuellement à l'âge de 3 ans. Et donc je veux retrouver par hypnose si c'est vrai ou pas, parce que moi j'ai aucun souvenir de ça. Donc vous voyez le mal que ça peut faire, ça peut certainement faire du bien aussi. Donc oui, ça c'est une question importante, c'est que autant faire de l'hypnose avec des gens qui sont formés, qui ont une formation professionnelle d'aide aux personnes, une formation professionnelle reconnue. Pratiquement 100% de la population est hypnotisable. On est quasiment tous réceptifs à l'hypnose, sauf si on est schizophrène ou paranoïaque, ou mélancolique délirant. Mais tous les autres, et à la limite, plus on est normal, plus on a une personnalité normale, plus on a accès à l'hypnose facilement. Donc voilà, ça véhicule des mauvaises croyances. Et puis après, donc ils font venir les gens sur la scène. Ils font encore des tests où là, ils vont encore sélectionner les gens. Ils n'en gardent que les 20 qui n'auront vraiment pas une faille dans leur réponse ou dans leur obéissance. Et puis après, ils leur font faire n'importe quoi, mais pas n'importe quoi. Parce qu'en fait, même quand on est somnambule, hyper hypnotisable et exhibitionniste, parce que ceux qui montent sur scène, c'est quand même qu'ils ont envie de se montrer. De faire un truc spécial, donc ils sont extrêmement complaisants. Et donc, même quand on leur demande à eux de faire des choses qui réprouveraient leur morale, comme par exemple se déshabiller, ils le feront pas si effectivement ça choque leur morale. Ils le feront si, comme par hasard, c'est une stripteaseuse qui monte sur scène, elle sera toute contente de faire son boulot. Mais donc, vous voyez, on n'arrive pas à faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas faire, même quand il est somnambule, obéissant et exhibitionniste. C'est impossible. Donc, on a fait des tas d'études. L'hypnose a été extrêmement étudiée depuis le milieu du 19e siècle, beaucoup au 20e siècle, notamment aux États-Unis. On a fait vraiment beaucoup d'études et on a testé toutes les fausses croyances comme celle-là. On ne peut pas non plus retrouver un souvenir qu'on ne veut pas retrouver.
on a une barrière qui se met. On ne peut pas dire non plus des choses qu'on n'a pas envie de dire à son hypnothérapeute. Et moi, ce qui m'a surpris dans ma pratique, c'est qu'en fait, en hypnose, on est beaucoup plus libre que dans une relation psychologique, psychothérapeutique classique. Dans une relation dialectique classique, vous parlez de votre problème, le thérapeute vous répond, vous pose une question, vous devez donc y répondre. Et donc toute la construction du dialogue, de l'échange, se fait de manière contrôlée en bonne partie par le thérapeute. Alors qu'en hypnose, pas. En hypnose, le thérapeute vous aide à rentrer en état hypnotique, puisqu'on ne sait pas hypnotiser quelqu'un. On ne sait faire que l'aider à rentrer en auto-hypnose. Ça, on a prouvé aussi. D'ailleurs, il rentre à sa manière en auto-hypnose. Chacun rentre dans l'auto-hypnose d'une certaine manière, avec des phénomènes hypnotiques différents. C'est là, d'ailleurs, tout l'art de l'hypnothérapeute, c'est d'essayer de percevoir quels seront les chemins les plus faciles, les plus rapides et les plus thérapeutiques pour le patient, qu'il faut lui montrer, qu'il faut lui proposer. Et puis, effectivement, une fois qu'on est dans cet état auto-hypnotique, c'est-à-dire que le conscient est avec l'inconscient, dans le sens où l'inconscient prend beaucoup plus de place, c'est-à-dire les images spontanées, des émotions spontanées, l'accès à des souvenirs. Enfin, il y a un tas de phénomènes hypnotiques qui fait qu'on est plus soi-même et qu'on a beaucoup plus accès à tout ce qui est non volontaire. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on pense qu'on perd sa volonté. Non, on ne perd pas sa volonté. Sa volonté, elle est toujours là, elle est juste à côté de soi, et on explore tout ce qui est non volontaire. Alors, tout ce qui est inconscient. Alors, Erikson préfère dire tout ce qui est non conscient. Parce que l'inconscient fait encore beaucoup peur à cause de Freud. Les pulsions de mort, les pulsions sexuelles, tout ça, ça fait encore peur. Et donc on parle des fonctionnements non conscients, qui sont en fait des fonctionnements ressources. Pour le moment, vous avez certainement 99% de votre activité qui est non consciente. Votre cœur bat sans que votre conscience ne s'en préoccupe. Vous respirez sans que votre conscience s'en préoccupe. Vous me regardez avec une dilatation de vos pupilles qui s'adapte à la lumière et à la focalisation. Vos hormones sont sécrétées spontanément. Enfin, quasiment tout votre corps fonctionne inconsciemment tout le temps. Physiquement, c'est facile à comprendre. Psychologiquement, c'est déjà plus difficile à comprendre. Et pourtant, quand je vous parle, il y a certains mots qui évoquent un souvenir, une idée, une émotion. Et au cours d'une écoute classique comme celle-ci, je ne suis pas en train de vous mettre en état hypnotique, eh bien déjà vous avez des fonctionnements non volontaires qui se mettent en route. Ça vous rappelle un souvenir qui vous produit une émotion, et puis de proche en proche, certaines idées surviennent. Et ce n'est pas votre volonté qui crée ça, c'est votre inconscient. Eh bien le fonctionnement hypnotique, c'est ça, puissance 10, puissance 20, puissance 30, puisque l'idée c'est de réduire effectivement l'utilisation de la conscience et donc de la volonté, mais qu'on ne perd jamais. C'est-à-dire qu'à tout moment dans une séance d'hypnose, même très profonde, on peut ouvrir les yeux et dire stop, j'arrête, ça me plaît pas. On garde une liberté complète. Et quand je parlais de la liberté dialectique, c'est qu'on n'est pas obligé de répondre à son thérapeute en hypnose. On pense, on voit des choses, on n'est pas obligé de lui en parler. On n'est plus dans un contrôle, on est en soi en train de s'orienter vers quelque chose effectivement qu'on veut traiter, ou vers une ressource qu'on veut augmenter. Si on veut augmenter sa mémoire, ou sa concentration, ou son épanouissement. Donc on ne traite pas que des problèmes ou des pathologies en hypnose, on peut aussi augmenter. Moi je travaille avec par exemple des artistes, je connais beaucoup d'artistes, donc j'ai des artistes qui viennent parce qu'ils sont en panne de créativité, ou parce qu'ils ont envie de faire autre chose que ce qu'ils font toujours. Et l'hypnose est un moyen de stimuler la créativité artistique, tout comme la créativité psychologique, c'est-à-dire cette capacité qu'on a tous à trouver des nouvelles solutions à nos problèmes, à changer d'attitude, à changer de comportement, à changer de pensée sur soi, donc à changer son évolution de notre propre image de nous-mêmes, notre propre estime. Et donc,
vous avez dans cet état hypnotique des stimuli. C'est clair que le thérapeute vous oriente, vous fait des propositions, et puis vous, là-dedans, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de répondre, vos idées peuvent aller où elles veulent, et vous vivez votre propre expérience. J'ai en fait découvert l'hypnose par hasard, donc c'était il y a 31 ans, ça ne rajeunit pas. J'étais très intéressé par la psychosomatique, donc j'étais étudiant en médecine, et je souffrais moi-même de migraines depuis ma petite enfance, comme ma mère, ma grand-mère, ma tante, enfin voilà. Donc il y a des migraines très très héréditaires. Hein, donc maintenant c'était toujours lié au stress, au contre-coup. Après une période d'examen, j'en avais plus que pendant les examens, comme par hasard, etc. Et donc ça m'intéressait de mieux connaître la psychosomatique. J'arrive justement dans le meilleur service de psychosomatique en Europe, qui est basé dans l'hôpital universitaire de Genève, comme Tamara l'a bien mentionné. Elle a fait une superbe introduction. Hein. Bravo, vraiment. Et donc, j'arrive là, et le premier cours, parce que alors on est en stage l'après-midi, mais le matin on a cours. À Genève, c'est vraiment étonnant la qualité de l'enseignement. Hein. Chez nous, on a des stages tout le temps, et puis de temps en temps un cours. Là-bas, c'est cours tous les matins, 3 heures, et le premier cours auquel j'assiste est un cours d'hypnose, donné par un psychiatre. Et j'arrive début novembre, les cours ont commencé début septembre, et donc il a déjà donné toute la théorie, et moi je tombe juste sur le jour où il fait sa première démonstration. Alors, il demande quelqu'un de l'assemblée, c'était des médecins déjà, des médecins en spécialisation, il y avait un peu de tout, et un interniste vient et s'assied à côté de lui, et puis il commence à faire une séance d'hypnose assez, d'ailleurs pas ericksonienne comme vous en avez peut-être entendu parler, mais semi-traditionnelle. Donc le docteur Bourgeois a été formé à Stanford, dans une grande université américaine, avec les grandes pointures de l'hypnose, les plus grands chercheurs, et voilà, il nous fait une démonstration avec suggestion d'amnésie, avec lévitation, enfin un truc complètement bluffant, tout marche. Et après ça, je vais le voir, je lui dis, écoutez, vous croyez que l'hypnose peut m'aider pour mes migraines? Vous pouvez me traiter pour ça? Et il me dit, ah bah écoutez, vous êtes là combien de temps? 2 mois? Oh bah oui, ça devrait le faire, prenez rendez-vous, voilà, ma secrétaire, check. Et je suis rentré en Belgique 2 mois après, où je faisais quasiment plus de migraines. J'ai pu arrêter mes médicaments en moins d'1 an. Puis j'ai dû faire une migraine tous les 3 ans. Là, ça fait bien 5-6 ans que j'en ai plus fait. Et quand je commence une migraine, je fais tout de suite une auto-hypnose, elle s'en va. Hein. J'ai plus vraiment facile, quoi. Donc je suis quasiment guéri, parce qu'avant, j'avais des migraines ophtalmiques avec perte de la vue. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Et donc ça m'a fasciné. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est que quand je suis rentré chez mes logeurs, la fille de la maison à qui je raconte à tout le monde mon histoire d'hypnose, et la fille de la maison me dit « Oh, ça alors, mais hypnotise-moi, faut que je vive ça, ça m'intéresse. » Je dis « Bah non, je peux pas, moi j'ai juste vu une démonstration, donc j'oserais pas, quoi. Enfin, je connais rien, quoi. » Et puis elle m'a tellement tanné, elle s'est vraiment têtue, que je me suis dit, bon, bah, j'essaie. C'est vrai que j'avais tellement bien regardé, observé, que tout s'était mémorisé, enfin, tout ce qu'il fallait, en tout cas, le minimum. Et j'ai refait la séance, et tout a marché. Alors je me suis dit, ça c'est quand même incroyable. Une technique qui s'apprend en 3 heures, c'est assez fascinant. Alors je pense que, effectivement, certains apprennent plus vite que d'autres. Hein, je donne cours, moi, d'hypnose à des médecins, des psychologues, des psychiatres depuis 25 ans. Évidemment, il y a des gens plus doués que d'autres qui apprennent plus vite, quoi. Mais c'est pas une question de dons pour l'hypnose. C'est une série de dons, de capacités, disons, qui facilitent la compréhension de l'hypnose et l'utilisation du langage de l'hypnose, de l'attitude. Il faut d'abord être très observateur, très empathique. Donc il faut vraiment sentir son patient, être très intuitif, voir comment il fonctionne pour pouvoir justement l'aider à exploiter ses capacités hypnotiques. Et puis voilà.
Maintenant, il y a des bons sujets avec qui ça marche tout de suite, et puis d'autres, il faudra 3-4 séances avant que la personne arrive à une bonne qualité d'hypnose. Un bel exemple de ce genre d'état auto-hypnotique, qui est probablement l'état d'auto-hypnose le plus profond, c'est l'auto-hypnose qui suit un traumatisme, et c'est d'actualité. Donc, quand on a vécu une situation de mort imminente, par exemple, un grand danger, un viol, une agression physique, un accident grave, le cerveau va créer une auto-hypnose quasiment instantanément. Dès qu'il y a une perte de référence, l'état de conscience se modifie. Cette auto-hypnose, elle vise à protéger l'individu, à diminuer au maximum l'impact de l'agression. Je vais vous donner un exemple qui, moi, m'est resté en tête. C'était il y a une dizaine d'années. C'était un truc incroyable. Une jeune fille de 14 ans rentre chez elle. Oui, moi, je l'ai reçue à 16 ans. Je l'ai reçue à 16 ans pour de petits troubles de concentration à l'école. Sa mère vient avec elle. Elle me dit, oui, je pense que l'auto-hypnose peut l'aider. C'est vrai. On peut augmenter sa concentration à l'école. On peut augmenter la mémorisation d'un étudiant par auto-hypnose. Mais elle me dit, je me demande quand même si c'est pas lié au viol qu'elle a vécu à 14 ans. Je dis, ah, oui, c'est peut-être possible. Puis je demande à la jeune fille de 16 ans de me le raconter. Elle m'explique qu'à 4 heures, elle rentre, la maison est vide comme d'habitude, elle pousse la porte et il y a un type qui la pousse dedans et qui rentre avec elle, qui ferme la porte à clé derrière. Et ce gars lui dit, écoute, je connais très bien les habitudes de la maison, je sais que ta mère ne rentre qu'à 18 heures, donc on a 2 heures, je te donne le choix. Soit je te viole maintenant, soit je t'attache et je viole ta mère devant toi tout à l'heure. Sympa, comme choix. Et donc, complètement terrorisée, elle se raccroche au pire, puisqu'elle dit non, je veux pas que vous violiez ma mère, violez-moi. Et je pense que déjà dans cette démarche, elle a eu une attitude, elle n'a pas eu l'attitude des gens qui subissent tout. Vous voyez, les gens les plus traumatisés, c'est ceux qui subissent tout de manière complètement sidérée, qui n'ont aucun degré de liberté. Elle a choisi, elle a eu cette liberté de dire non, violez-moi. Et elle était vierge, je signale. Donc, au moment, donc il la couche sur le tapis de la salle à manger, et au moment où il la viole, elle se retrouve à 3 mètres de là, dans un fauteuil, en train de regarder ce type la violer. Donc elle s'est mise dans une auto-hypnose où elle s'est dissociée de son corps, elle n'a rien senti, aucune douleur, elle s'est moquée du gars, elle l'a regardé en souriant, elle dit « quel connard, tout ça pour ça, mais quel risque il prend pour ça, quoi !» Et donc elle a une distance cognitive, émotionnelle et physique. Et ça s'appelle la dissociation hypnotique. Donc c'est un degré très profond d'auto-hypnose. Quand le gars est parti, elle a réintégré son corps, elle n'a rien ressenti. Sa mère est arrivée, elle lui a raconté, ils ont été à l'hôpital. Déposition, évidemment, on n'a jamais retrouvé le gars, malheureusement. Et après ça, elle a consulté, évidemment, des grands spécialistes des agressions sexuelles. On ne lui a jamais trouvé le moindre symptôme. Et puis je lui demande quand même, tiens, t'as une petite amie? Elle me dit, ah oui, depuis 1 an, j'ai un chouette petit ami, je suis amoureuse. Ok. Et vous avez, par rapport au sexe, comment tu te sens? Elle me dit, ah, super, j'adore ça. Bon, ok. Vous voyez à quel point l'auto-hypnose peut être protectrice. Mais ce n'est que dans 80% des cas que ça peut être protecteur. Dans 20% des cas, c'est une transe négative que la personne va développer, c'est-à-dire qu'elle va faire tout le contraire. Elle va effectivement ressentir la douleur plus fort, elle va mémoriser l'odeur du sang, du sperme dans ce cas-ci, elle va sentir toutes des émotions de
perte de personnalité ou que sais-je, hein, elle va vraiment souffrir au plus haut point. Et cet état auto-hypnotique qu'elle vit au moment du trauma, elle va le revivre toute sa vie. Moi, j'ai eu des patients à traiter qui ont été agressés physiquement, sexuellement ou torturés. Et ils revivent cette auto-hypnose. Ils la revivent, ça peut être simplement l'odeur du sang, ça peut être l'odeur d'un coup de fusil, ça peut être rien du tout, quelque chose qui rappelle cette auto-hypnose. Et alors ils la revivent indéfiniment, sauf s'ils font de l'hypnose. Et donc vous avez compris que l'hypnothérapie à ce moment-là devient le meilleur choix. Vous savez que les traumatisés de guerre, dans les GI américains en 40-45, quand ils revenaient traumatisés aux États-Unis, c'est des hypnothérapeutes qui les traitaient. Et 70% de ces soldats étaient guéris et revenaient au front. Vous voyez l'efficacité de l'hypnose. Je ne dis pas non plus que c'était une bonne idée, mais voilà. En tout cas, en attendant, ils revenaient et ils venaient nous aider. Donc, si vous voulez, l'hypnose est la mieux placée pour traiter un état auto-hypnotique négatif. Et c'est pour ça que plein de problématiques de type auto-hypnotique sont tellement difficiles à traiter par des thérapies verbales. Les spécialistes des boulimiques, par exemple, ils ont très peu de résultats. Les thérapies verbales classiques ont très très peu de résultats avec les boulimiques, puisqu'on ne travaille pas sur le terrain de la boulimie, c'est-à-dire sur l'état modifié de conscience, sur l'auto-hypnose de là ou du boulimique. Donc voilà des exemples qui, à mon avis, vont rester vifs dans votre esprit. C'est pas pour rien que je l'ai choisi. Donc quand j'ai commencé à parler, elle a commencé à parler de ce film, il a dit « Oh non, maman !» Donc elle voulait pas qu'elle se remette à raconter le truc, puisque c'est depuis ce moment-là qu'il va encore plus mal. Et puis elle, oui, mais je dois le dire, parce que quand même, ça a eu de l'influence dans ton histoire. Et puis lui, il a commencé à pencher la tête, et il a fait comme ça. Il a fermé les yeux, et il s'est fermé, il a pris une position d'autiste. Et donc je lui dis, génial, je lui dis, Ludovic, t'es en train de rentrer en auto-hypnose pour te protéger, parce que t'as pas envie d'entendre cette histoire pour la xème fois. Parce que le nombre de médecins qu'ils ont vus, ces trois-là, c'est énorme évidemment. Donc chaque fois, elle raconte ces histoires. Et donc, et lui se coupait, et puis il n'entendait plus rien, il faisait plus aucun symptôme, il n'avait plus aucun tic. Je dis, ben voilà, tu vois que tu es capable de rentrer en auto-hypnose positive, et tu es capable de plus écouter ta mère, de plus faire de tic, et de te calmer. Alors il m'a regardé, et là il a compris. Et des fonctionnements d'auto-hypnose comme ça, on en trouve dans quasiment toutes les pathologies ou toutes les problématiques. Et donc tout l'art va être de trouver les phénomènes hypnotiques négatifs pour arriver à aider le patient, soit à sortir de son auto-hypnose négative, hein, donc à sortir de l'auto-hypnose, à retrouver la conscience et le contrôle, soit à transformer l'auto-hypnose négative en positive. Et à ce moment-là, évidemment, c'est le rêve, c'est juste l'idéal. Hein. Maison de l'infoncité.